Le président chinois Xi Jinping participera au sommet du G20 à Osaka. Coopération entre la Chine et le Japon pour préserver l'ibis nippon, un oiseau en voie de disparition. Forum à Pékin sur le développement de l'industrie du théâtre. La Chine commence à légiférer sur le tri des déchets. 9 régions de Chine augmentent les subventions pour températures élevées. Fervente défenseuse du multilatéralisme et fervente partisane du commerce libre, c'est l'image que la Chine veut montrer au monde au sommet du G20 à Osaka. Le vice-ministre des Affaires étrangères, Zhang Jun, a déclaré lundi que le programme du président chinois au Japon serait chargé avec des sessions plénières, de multiples réunions bilatérales, des réunions informelles avec plusieurs pays et des discussions conjointes sur les questions de développement global comme l'économie mondiale et le changement climatique. Zhang Jun a décrit le G20 comme étant une plateforme clé pour la coordination politique globale et a déclaré que la Chine espérait contribuer à un sommet fructueux. Il a également appelé les autres pays à soutenir le multilatéralisme et à chercher des solutions communes qui vont au-delà des intérêts à court terme. La Chine travaillera avec toutes les parties pour soutenir fermement le multilatéralisme. La communauté internationale a pleinement reconnu les répercussions de l'unilatéralisme, du protectionnisme et des pratiques préjudiciables. Nous avons envoyé ensemble un message fort pour soutenir le multilatéralisme et nous opposer à l'unilatéralisme. Avec la situation actuelle, le sommet du G20 devrait soutenir largement le multilatéralisme, maintenir l'ordre international basé sur la loi internationale et préserver l'équité et la justice internationale. Très attendue également, la rencontre prévue entre le président chinois Xi Jinping et son homologue américain Donald Trump en marge du sommet. La rencontre est considérée comme clé pour résoudre le conflit commercial entre les deux pays. 2 officiels chinois ont indiqué que des équipes de travail des deux pays étaient en communication sur les solutions possibles à leurs différends existants. Pour Beijing, le respect et le bénéfice mutuel sont essentiels au dialogue sur le commerce. La Chine pense que les deux pays devraient se conformer aux lois de l'OMC et que des compromis devraient être faits des deux côtés. Le président Xi Jinping a parlé au président Trump le 18 juin. Les deux dirigeants ont accepté de continuer à communiquer sur les différends économiques et commerciaux entre les deux côtés. Actuellement, l'équipe de négociation commerciale des deux pays met en place l'important consensus des deux chefs d'État. Quant à la Chine, nous restons sur les principes du respect mutuel, de l'égalité et du bénéfice mutuel. Le respect mutuel signifie le respect de la souveraineté des deux côtés. Les accords doivent être bénéfiques pour les deux côtés et chaque côté doit faire des compromis et des concessions. C'est un oiseau qui existe depuis environ 6000 ans. Ses silhouettes sveltes et son plumage dense lui valent son autre nom poétique d'ibis japonais à crête. L'oiseau a un statut symbolique au Japon. Ses plumes et ses représentations se trouvent souvent dans les décorations de la maison impériale du Japon. Toutefois, cet oiseau autrefois répandu dans la nation insulaire a virtuellement disparu de son ancienne aire de répartition. Ce, jusqu'à l'arrivée de Mei Mei, une femelle en provenance de Chine. Voici une photo de Mei Mei prise par ces éleveurs japonais après qu'elle a été envoyée au Japon. Zhang Yueming a aidé à escorter Mei Mei au Japon en 2000. Premier ibis nippon à être envoyé au Japon pour aider à revitaliser sa population en voie d'extinction. Mais celui-ci y a établi une base solide. Après son arrivée au Japon, Mei Mei a excellé en termes de reproduction. Qui plus est, les Japonais ont tiré avantage des habitudes des ibis japonais pour laisser Mei Mei pondre davantage d'œufs et accroître sa descendance. Mei Mei est morte au Japon quelques années plus tard, mais elle a aidé le Japon à réintroduire l'ibis nippon. Il y a à présent plus de 500 ibis nippons en bonne santé au Japon, les descendants de Mei Mei et d'autres ibis nippons envoyés de Chine là-bas. Alors que les efforts pour sauver les ibis nippons de l'extinction se poursuivent, la Chine en héberge près de 4000, dont la moitié dans la province du Shanxi, où le dernier groupe de 7 a été trouvé il y a 40 ans. Et la bataille n'est pas finie. Nous avons eu la chance de pouvoir filmer le lâchage en liberté d'ibis nippons par des protecteurs de l'environnement. Je traite les ibis nippons comme mes enfants. C'est difficile pour moi de les laisser quitter mon cœur lorsque je les vois partir. Mais l'unique objectif de les protéger est de les laisser retourner dans la nature. Ces oiseaux ont été retirés de la nature en tant qu'oisillons tombés de leur nid.
Alors que le nombre d'ibis nippons vivant dans la nature continue de s'accroître, l'équipe de douane s'attend à davantage de missions de secours. En tant que locale, elle est fière de ce que quasiment tous les ibis nippons dans le monde sont des descendants des 7 derniers oiseaux trouvés dans son district. La Chine a envoyé un total de 10 ibis nippons au Japon pour contribuer à leur reproduction et les deux nations ont échangé leurs connaissances et leurs avancées pour préserver cette espèce vieille de 6000 ans. Au Centre national des arts de la scène de Beijing, plus de 200 cadres et artistes de plus de 90 instituts d'art du monde entier se sont réunis au principal opéra de Chine pour partager leurs réflexions sur les opportunités et les défis auxquels l'industrie du théâtre est confrontée aujourd'hui. Les théâtres constituent une plateforme importante pour le partage équitable des fruits des civilisations et une ceinture importante reliant différents pays, nationalités et cultures. Nous appelons les professionnels du théâtre du monde entier à travailler ensemble et à créer une communauté de destin partagé pour le développement durable des théâtres. Au cours de cet événement de 3 jours, les participants ont pris part à des discussions approfondies sur 3 questions pratiques du développement du théâtre, notamment le nouveau concept de fonctionnement et de gestion du théâtre, l'éducation artistique et la formation du public, et le futur chemin de la création artistique. Des responsables artistiques du monde entier ont également partagé leurs réflexions sur l'importance des échanges culturels et le destin commun des théâtres. Je pense que la culture est un excellent lien pour transcender les barrières nationales, transcender la politique et tout transcender. Je pense que c'est une façon de nous unir et que nous sommes très enthousiastes à propos de son développement dans le monde entier. Je pense que les théâtres du monde entier partagent les mêmes objectifs de faire participer leur public à des récits percutants de leur culture et d'autres cultures du monde. Et je pense qu'il est très important que ces théâtres continuent à enrichir leur communauté et à exprimer leurs aspirations. Au cours du forum, plusieurs accords de partenariat stratégique ont été conclus entre le NCPA et les théâtres en visite. Parallèlement, les représentants de l'industrie ont également adopté la déclaration de Beijing qui vise à renforcer la coopération dans les domaines de la création artistique, de la formation des talents, de l'éducation universelle et du partage de l'information. Les mégalopoles chinoises ont promulgué des lois incitant les citoyens à trier leurs déchets, indiquant que le tri est désormais obligatoire en Chine. Shanghai a adopté une loi sur le contrôle des ordures ménagères en janvier. La loi, qui doit entrer en vigueur le 1er juillet, définit clairement 4 types de déchets ménagers, à savoir les déchets recyclables, les déchets dangereux, les déchets secs et les déchets humides. Les personnes qui mélangent les déchets seront passibles d'une amende maximale de 200 yuans et les entreprises qui enfreignent la loi risquent une amende maximale de 50 000 yuans. Pékin a adopté un règlement sur le tri des déchets en mars 2012. Ce mois de mai, la capitale a apporté plusieurs modifications au règlement sanctionnant les infractions aux règles de classification des déchets. Wu Xianyang, chercheur associé à l'Académie des sciences sociales de Pékin, a déclaré que la classification des ordures ménagères à Pékin n'avait pas donné de résultats satisfaisants dans le passé, principalement en raison du manque de force législative. Maintenant que quiconque désobéissant à la loi risque de faire face à des sanctions, plus de gens vont trier volontairement leurs déchets. La loi dispose que les écoles, les hôpitaux, les immeubles de bureaux et les hôtels de Pékin doivent trier les déchets, sinon ils seront sanctionnés. À l'avenir, le règlement sera appliqué aux résidents, a ajouté M. Wu. Pour atteindre cet objectif, il est important de permettre aux mégalopoles de donner le bon exemple. Cependant, ces villes sont toujours confrontées à de nouveaux problèmes de tri de déchets, tels que la réticence des résidents à participer au tri et les capacités de traitement de la classification relativement faibles. Le comportement est ce qui compte le plus. Le tri obligatoire est la première étape pour traiter le problème. Mais bien sûr, les contrôles et les sanctions sont également nécessaires, a déclaré M. Wu. Un peu partout en Chine, alors que la chaleur estivale atteint son point culminant, les subventions pour températures élevées sont un sujet brûlant parmi les employés. Parmi les 28 provinces, municipalités et régions autonomes qui ont mis en place des subventions pour températures élevées, 9 d'entre elles, dont le Zhejiang, Shanghai, l'Anhui, le Jiangxi, Tianjin et le Hebei, ont augmenté leur norme de subvention pour températures élevées de cet été, a rapporté Pékin News. Les travailleurs exposés à l'extérieur à des températures supérieures à 35 degrés Celsius, ainsi que ceux travaillant à l'intérieur avec des températures supérieures à 33 degrés Celsius, ont droit
à bénéficier des subventions pour températures élevées. Dans certaines régions, la norme des subventions pour températures élevées est fixée chaque jour. La province de l'Anhui a augmenté son niveau de subvention de 10 yuan par jour à 15 yuan, tandis que le Sichuan a ajusté la norme locale de 8 à 12 yuan par jour à 10 à 18 yuan. La province du Hebei est la seule région qui fixe une norme de subvention horaire pour températures élevées, portant la norme locale à 2 yuan l'heure pour les travailleurs à l'extérieur et 1,5 yuan l'heure pour les travailleurs à l'intérieur, contre 1,5 et 1 yuan précédemment. La durée de la subvention varie également parce que le climat est naturellement différent selon les régions du pays. Les employés des régions et provinces du Nord, tels que le Beijing et le Shanxi, peuvent bénéficier de ces subventions de juin à août, tandis que ceux des régions et provinces du Sud, tels que le Guangdong et le Guangxi, peuvent recevoir cette subvention de juin à octobre. Pour ceux de la province la plus méridionale du pays, Henan, la subvention est versée d'avril à octobre.